Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. La guerre en Ukraine, est-ce une guerre européenne? L'historien Bruno Cabane nous éclaire sur les spécificités de ce conflit. Héritage, généalogie, nouveauté, ce sera à partir de 12h55 aujourd'hui dans votre grande table des idées. Mais d'abord, comment la bande dessinée s'associe aujourd'hui aux autres arts, musique, cinéma, entre autres. Invité de la grande table culture, ce midi, 2 têtes d'affiche du 49e festival de la bande dessinée d'Angoulême qui a lieu cette semaine de jeudi jusqu'à dimanche. La présidente du jury, Fanny Michaëlis, et le scénariste Christophe Blain, un album et une rétrospective à son nom, sont nos invités jusqu'à 12h30. Bienvenue autour de votre grande table. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Fanny Michaëlis, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustratrice et scénariste de Géante, de Dans mon ventre notamment, présidente du jury cette année et auteure d'une des 3 affiches du festival, un champignon psychédélique ou un haricot magique. Comment vous l'avez pensé ? En fait, je pense souvent mes images d'abord comme une composition. Donc, quand il s'agit d'une affiche, j'avais envie de quelque chose qui aille vers celle ou celui qui regarde. Et l'idée de cette contre-plongée, de ce personnage qui descend du ciel et qui descend vers nous, le fait que ce soit une femme, le fait qu'elle vienne comme ça du ciel et qui ait en même temps une relation avec les fonds marins, ça comment dire, puiser dans toutes les choses, tous les motifs qui viennent et reviennent dans mon travail. Paraît en parallèle chez Gallimard Jeunesse Ce que disent les rêves de Muriel Bloch, illustré par vos soins, une anthologie qui associe rêves et contes dans les traditions du monde entier. Avec nous également un dessinateur de bande dessinée, Gus Quai d'Orsay, La Fille, les aventures du lieutenant Blueberry, scénariste aussi, Christophe Blain, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous à distance. Isaac le Pirate en 2002, puis Quai d'Orsay volume 2 en 2013, 2 prix du meilleur album du festival d'Angoulême. Angoulême, c'est pas le Far West pour vous. C'est un terrain conquis plutôt, non ? Oui, j'avoue effectivement que c'est un endroit qui m'est plutôt favorable, dans lequel je suis assez à l'aise, oui, et qui m'a très largement récompensé, oui. Vous y allez cette année avec une rétrospective à votre nom, Dessiner le temps, Christophe Blain, Dessiner le temps. Vous avez, paraît-il, l'angoisse d'ailleurs du temps qui passe. Quels sont les symptômes de cette étrange maladie ? Eh bien, par exemple, là, ce matin, je suis très malade à cause de ça et je n'ai pas pu venir dans votre émission parce que je suis très angoissé du temps qui passe et j'ai pas pu être présent tellement ça me pesait. C'est ça. Voilà. Mais oui, je dessinais. Alors, il faut savoir que le titre de cette exposition a été trouvé par un de vos excellents confrères qui officie sur la même chaîne que vous et qui s'appelle Antoine Guyot, et qui est un critique historien du cinéma et qui est co-commissaire de cette exposition, et c'est lui qui a trouvé ce titre que je trouve qui me convient très bien, que je trouve très chouette et qui m'a inspiré l'affiche, oui. Oui, c'est notre monsieur plan large, notre monsieur cinéma ici Voilà. à France Culture. Il dit d'ailleurs de vous que vous êtes un cinéphile, ou que vous avez une cinéphilie productive, c'est-à-dire une sacrée culture cinéphile, et qui trouve des prolongements dans votre dessin, dans vos bandes dessinées. Pourquoi ? Vous cherchez à formaliser le temps, diriez-vous, en le dessinant, ce temps, dans vos albums ? Ça démarre de quelque chose de beaucoup plus instinctif au départ, parce que c'est essentiellement des fascinations d'enfance et même de petite enfance. Ça vient de ma propre préhistoire, je peux même pas l'expliquer, c'est des fascinations très profondément ancrées, des fascinations visuelles, et puis qui se sont développées ensuite quand je suis devenu un petit peu plus conscient, que mon cerveau s'est développé, que j'ai grandi, et que j'ai pu analyser les choses différemment, mais c'est des chocs esthétiques. Ils viennent pas seulement du cinéma, mais c'est vrai que
Alors là, on parle beaucoup de cinéma parce qu'Antoine Guyot, parce que Plan Large, et parce qu'il est un des commissaires principaux de l'expo. Mais donc il a orienté vers ça. Mais c'est vrai que le cinéma est une source pour moi quasi inépuisable. C'est une façon de parler de mes fascinations et d'utiliser ces fascinations pour raconter d'autres fascinations. J'ai besoin d'être fasciné, j'ai besoin de m'auto-hypnotiser et d'être dans mon monde pour raconter un monde qui est pas si imaginaire que ça, qui est près de la réalité, qui est près éventuellement même de ma propre réalité, de ma propre histoire, mais que je mets dans un contexte épique, mythique, étrange, et d'un imaginaire visuel qui m'a frappé essentiellement quand j'étais enfant et adolescent. Fanny Michaëlis, vous ressentez la même chose, ce besoin d'être enfermé dans votre tête, mais qui est habité, peuplé d'un monde imaginaire, à vous, nourri par toutes ces références que vous avez eues enfant, puis plus tard? Je crois que j'ai besoin d'aller-retour, c'est-à-dire que j'ai à la fois besoin, comme je pense, je partage ça avec beaucoup d'autrices et d'auteurs de bande dessinée, plus largement probablement d'artistes, d'avoir besoin comment dire, d'être peut-être noyé ou traversé par le réel et par le monde qui m'entoure pour retourner au mien, qui soit dans ma tête ou qui réussisse à se formuler sur le papier, dans le dessin, la bande dessinée ou encore la musique, puisque je suis aussi musicienne. C'est indispensable d'être en connexion à la fois avec soi et de pouvoir traduire l'expérience du réel. Et vous n'avez pas passé d'ailleurs ni l'un ni l'autre de bac bande dessinée. Je veux dire, il y a un moment où la bande dessinée, le dessin, l'illustration devient votre mode d'expression, mais il ne s'est pas imposé tout de suite. Vous avez l'un et l'autre fait des écoles d'art, des beaux-arts, des écoles où vous avez aussi travaillé d'autres supports graphiques, d'autres formes d'expression, et la bande dessinée semble être arrivée au bout de tout ça, à un moment, comme étant un moyen d'expression. Vous avez même commencé, vous, par le théâtre, Fanny Michaëlis. Et je crois que la bande dessinée, c'est un langage, en fait. Donc moi, je crois que j'ai pas été attirée par la bande dessinée au départ comme quelque chose de l'enfance. Ça a été pour moi des coups de cœur d'enfance, mais c'est venu surtout s'imposer comme un langage, parce qu'effectivement je suis passée par le théâtre et par la peinture, et qu'à un moment donné il y a quelque chose qui s'est opposé aux prolongations de ma possibilité d'expression dans ces médiums, et que vraiment dans la bande dessinée, le fait de pouvoir à la fois écrire par les images et dessiner par les mots quelque part, il y a là un champ de possibles qui d'ailleurs se révèle dans la forte dynamique des autrices et des auteurs aujourd'hui qui produisent de magnifiques ouvrages. On peut le constater dans la sélection, qui n'est qu'un reflet de cette production de 2021 par exemple. Vous dites aujourd'hui, ce n'était pas le cas forcément auparavant? Je dis aujourd'hui parce que je pense que mais c'est peut-être une particularité de cette génération aussi, non? C'est peut-être aussi comme ça que la bande dessinée a grandi. Tout à fait. Peut-être qu'aussi sont venus à la bande dessinée progressivement des gens qui ne s'y préparaient pas forcément, ou qui sont venus par d'autres biais. Et effectivement, ça explique probablement aussi le fait que les murs se soient déployés, mais c'était le cas déjà dans les années 70, où il y avait une extraordinaire scène expérimentale. Et puis voilà, il y a des mouvements dans les arts, de toute façon, d'aller-retour, avec des périodes peut-être de normativité, et puis de nouveau des périodes d'expérimentation, etc., etc. Et vous, Christophe Blain, par quel biais, pour reprendre le mot de Fanny Michaëlis, êtes-vous arrivé là? Alors, il y a quelque chose en commun avec Fanny, c'est que je n'y suis pas arrivé de manière directe. J'ai eu une fascination pour la bande dessinée quand j'étais enfant et adolescent, mais qui m'a
m'a quitté à la fin de l'adolescence et je ne pensais pas en faire mon métier. Je ne pensais pas d'ailleurs faire un métier qui tournait autour du dessin, ça me semblait totalement inaccessible. J'avais l'impression que les gens qui faisaient ça étaient des demi-dieux ou des demi-déesses. Il y avait peu de femmes à l'époque, à part Claire Bretéché, quand j'étais vraiment gamin. Et ça me semblait totalement inaccessible, alors que je dessinais tous les jours. J'étais un gamin qui a toujours dessiné. Et puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire autre chose, en tout cas le dessin. Et j'ai rencontré des auteurs de bande dessinée peu de temps après être sorti de mes études, et mes premiers travaux étaient plutôt vers l'enfance et vers le carnet de voyage. Donc j'ai en fait un spectre très très large d'expériences et de différents métiers, parce que même si ce sont des métiers qui ont un cousinage, c'est très différent de faire. Je faisais des peintures pour des enfants qui étaient inspirés parfois de l'art brut. J'ai fait des choses qui n'avaient des carnets de voyage qui étaient eux avec un dessin beaucoup plus rationnel. Et je me suis mis à la bande dessinée, qui est tout à fait autre chose, qui est une façon de raconter, de vivre totalement différente. Et à l'intérieur même de la bande dessinée, j'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir entre elles, où il y avait un grand écart entre l'imagination et la fantaisie la plus débridée, et la fiction, et un réel qui pouvait être très âpre, comme dans mon dernier livre, par exemple, où je parle du réchauffement climatique. Et du problème énergétique, là où je suis vraiment dans quelque chose de très très concret. Et en même temps, là je reprends la série Blueberry, où je joue avec mes fantasmes de gamin, du western, de raconter des histoires de cow-boys qui se tirent dessus dans des canyons, qui ont des histoires d'amour torturées. Voilà, j'ai fait des voyages dans des domaines qui n'avaient strictement rien à voir, et j'y suis pas arrivé en ligne droite. La rétrospective qui ouvre ses portes à Angoulême montre justement, Christophe Blain, la présence du cinéma dans vos bandes dessinées, dans vos albums, des visages d'acteurs, des décors de films, avec tous ces personnages de films qui peuplent aussi votre imaginaire, des cow-boys, des marins, des belles femmes, des super-héros. C'est un Marvel, Iron Man, dans l'armure duquel vous vous glissez pour votre dernière bande dessinée sur les énergies que vous venez d'évoquer, le monde sans fin. Oui, que j'ai fait avec Jean-Marc Jancovici. Oui, l'avantage, si vous voulez, quand on est scénariste, dessinateur, dessinatrice de bande dessinée, c'est que on peut choisir le casting qui nous fait plaisir. Donc, si j'ai envie que dans une de mes bandes dessinées, un des personnages principaux soit Robert Duval, ou Charles Denner, ou Claudia Cardinal, je peux me les payer. Enfin, ça me demande un peu d'effort quand même pour essayer qu'ils soient le plus ressemblant possible et que l'évocation soit réussie. Mais à part mon effort personnel, ça ne me coûte rien. J'ai le droit d'avoir le casting le plus prestigieux que je veux, et j'ai le droit d'évoquer, de réutiliser comme si c'était... si vous voulez, c'est comme dans les contes de Perrault, les contes de Grimm, qui évoquaient le Moyen-Âge, et on ne sait pas vraiment si on est au XVIe siècle, au XVe siècle, au Moyen-Âge. Il y a des princesses, il y a des châteaux. Moi, c'est un petit peu... ou des dragons, c'est la même façon de faire, sauf que il y a des acteurs... ou des actrices de la nouvelle vague, du nouvel Hollywood, de western, ce qu'on veut, enfin, de road movie, de films de gangsters français. Enfin, j'ai des tas de références qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui font partie de mon petit monde, et qui est mon monde de fantaisie, qui est mon monde imaginaire, que je traite comme un monde fantastique et presque psychédélique, mais avec des références qui sont très concrètes, qu'on peut reconnaître, j'espère, assez facilement, Alors et que de jouer avec. Ouais, c'est étonnant, dans les traits des visages que vous dessinez, Fanny Michaëlis, au contraire, il y a une dimension très universelle. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est choisi de ne pas marquer trop vos visages, de faire en sorte que chacun puisse s'identifier aussi? Non, c'est pas un choix conscient. Après, j'ai plusieurs facettes à mon travail, comme Christophe. Je suis à la fois illustratrice,
autrice de bande dessinée. J'ai à la fois un travail au trait, très en ligne claire, et un travail au crayon qui est plus en niveau de gris, et donc un peu différent. Mais c'est vrai qu'on me renvoie souvent cette idée. C'est vrai qu'à travers la question des couleurs, en tout cas, se situe souvent la question du réel, et que j'aime explorer les couleurs de manière à ce qu'elles puissent renvoyer à un autre type d'imaginaire que celui, par exemple, d'une couleur de peau qui induirait que le personnage soit de peau blanche ou de peau noire, ou que voilà, que la couleur traduise davantage une émotion qu'une spécificité, et ça nous renvoie effectivement à la question de l'universel, c'est-à-dire de ce qu'il y a derrière et ce qu'on partage tous en tant qu'humains. Quel sens cela a de distinguer les genres artistiques? Le choix de la langue, disiez-vous, Fanny Michaëlis, à l'instant, à l'occasion de l'exposition, d'une exposition présentée dans le cadre du Festival d'Angoulême. Scénariste, quel métier? On revient sur le travail de scénariste d'un grand de la bande dessinée, René Goscinny, Astérix, Lucky Luke, Le Petit Nicolas. Pour la première fois, on comprend un peu mieux à travers cette exposition comment fonctionne ce travail-là. Pour lui, son écriture, on l'écoute en 1972. Je crois qu'il ne faut pas dire pour la bande dessinée, comme il ne faut pas dire pour le cinéma. Il y a des films et il y a des bandes dessinées individuelles. Je crois que quand une chose... C'est une histoire. C'est une histoire qui utilise le moyen d'expression qu'est la bande dessinée pour être racontée. Vous savez, la bande dessinée est un moyen d'expression qui a ses possibilités, ses règles, ses limites. Et quand on passe d'un moyen d'expression à l'autre, c'est toujours très difficile. Je crois qu'il est tout à fait inutile de raconter les Trois Mousquetaires en bande dessinée. La bande dessinée, vous savez, a des possibilités extraordinaires. C'est en ça que ce moyen d'expression me convient parfaitement. Vous pouvez donner à un personnage, à un comédien, on pourrait dire, une expression très fugace, et c'est formidable parce qu'elle reste là. C'est-à-dire que le lecteur peut rester aussi longtemps qu'il le veut, il peut passer à autre chose, et tout ça, c'est un moyen d'expression très intéressant. Voilà, cette idée du moyen d'expression aussi qu'on évoquait, René Goscinny, le travail des scénaristes, Christophe Blain, c'est un long combat qui est mené par beaucoup d'entre vous, et vous vous retrouverez cette année à Angoulême, sur la reconnaissance de ce travail des scénaristes de bande dessinée, de leur statut aussi des auteurs, qui pose question. Est-ce que ça avance? Vous posez la question à moi, Oui, j'aurais pas dû. Je peux la poser à Fanny. Je sais pas, parce que comme je ne vous vois pas, je ne sais pas à qui vous vous adressez. Ah, j'avais dit Christophe Blain, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Mais je l'ai mal dit, peut-être. Oui, j'ai pas toute ma tête. C'est difficile à dire, parce que pour ce qui est des scénaristes en soi, il y a eu un grand combat qui a été mené justement par Goscinny. À une certaine époque, qui était le combat principal de la reconnaissance déjà de son métier, parce que il expliquait très bien à cette époque que la bande dessinée, on pouvait même pas considérer ça. Je ne sais plus, dans une interview, on lui demandait, mais c'est un art mineur. On dit, mais c'est même pas un art. C'est quelque chose de totalement méprisable, enfin, qui était considéré comme puéril et sans grand intérêt, qui était fait pour les attardés mentaux, presque. C'était très mal considéré, et il fait partie des premières personnes à avoir milité, à avoir organisé pragmatiquement le fait que ce métier soit reconnu et soit payé. Il a œuvré pour ça. Et le travail de scénariste, c'est très difficile, parce que moi, le travail de scénariste en soi, c'est un travail que je ne connais pas, parce que je suis scénariste et dessinateur. Je ne sais pas ce que c'est que d'être scénariste. Pour moi, c'est un métier qui est tout à fait exotique, parce que je ne peux écrire que pour moi-même. Donc, je ne sais pas ce que c'est que d'écrire une histoire seule. J'écris et je dessine en même temps. Donc, je ne connais pas le statut que peuvent avoir des scénaristes seuls. Pour moi, je serais absolument terrifié de l'idée d'écrire une histoire que je ne dessinerai pas. Me terrifie. C'est quelque chose qui me fait très très peur et que je ne peux pas concevoir. Et c'est très difficile de parler de cette activité, de ces métiers de manière générale, parce que de ma propre expérience et de ce que j'ai pu observer depuis les années que je fais ce métier, c'est qu'il y a une façon de le faire par personne, par scénariste, par dessinatrice, par dessinateur. Je n'ai jamais rencontré
une façon... Bon, évidemment, il y a des traits universels qu'on partage, mais c'est unique. C'est une façon de procéder qui est totalement unique et individuelle, et en plus qui est relativement solitaire, sauf quand on travaille en collaboration, mais on est quand même assez isolé, et à chaque fois, il n'y a pas de choses qu'on peut définir de manière globale, en fait. C'est ce qui rend les choses assez difficiles pour en parler d'une manière générale. Je me rends compte que c'est des histoires individuelles qu'on ne peut pas répéter, qui ne sont pas modélisables. Je n'arrête pas de l'observer autour de moi, en m'observant aussi moi-même, que je vois que c'est très difficile d'en parler c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Je crois que écrire une histoire, ça ne s'apprend pas. Ça s'apprend, mais ça s'apprend en faisant. C'est strictement empirique, et qu'à chaque fois, on est obligé de se remettre en cause. Il n'y a pas de manière on ne peut pas le savoir. Il faut que quelque chose soit devant soi, qu'on ait posé son travail pour éventuellement là le considérer, le corriger, le faire corriger, en demander à d'autres ce qu'ils en pensent, mais il n'y a pas d'exercice préalable qui vous prépare à le faire. Fanny Michaelis, c'est impossible. Sur votre manière, vous, d'appréhender cette écriture? En tout cas, je crois que si effectivement il n'y a pas une manière de fonctionner, c'est probablement ce que met en avant l'exposition qui aura lieu au festival. La question est que c'est tout de même un métier. Et c'est un métier qui s'apprend effectivement peut-être pas exactement de la manière aussi droite que d'autres métiers, mais c'est un métier qui requiert des compétences et une expérience. Et je crois que la dynamique et la bonne santé de la bande dessinée, en tout cas n'est pas à démontrer. En revanche, celle de la situation des autrices et des auteurs, des scénaristes, des dessinateurs, des dessinatrices, en revanche, elle n'avance guère. Et que c'est toujours un combat, probablement depuis Goscinny jusqu'à aujourd'hui. Et je crois qu'encore une fois, l'exposition rentre dans les détails de cette situation qui est souvent ignorée des lectrices et des lecteurs. Les dernières annonces, cette idée de rémunérer les auteurs de bande dessinée quand ils dédicacent leurs albums dans des festivals, c'est une mesurette ou c'est pas... Je crois qu'il faut saluer toutes les avancées, et notamment la rémunération des autrices et des auteurs en festival. Cependant, c'est important de souligner quand même qu'il s'agit là du travail lié à la promotion de l'œuvre et non pas à l'œuvre elle-même, qui, elle, pose la question du partage de la valeur. C'est-à-dire que le travail sur un livre, je pense que Christophe sera d'accord avec moi, est un travail long et un travail exigeant. Et évidemment, la question que les autrices et les auteurs soient souvent les moins bien rémunérés sur la production même d'un livre pose vraiment question. Alors justement, il y a une autre exposition. Écrire est un métier, coordonné par Louis Font, qui sera présentée à Angoulême cette année. Elle était la lauréate du prix René Goscinny l'an dernier. Et elle se penche sur la singularité de cette narration, de la narration en bande dessinée. Peut-être comprendre, Fanny Michaelis, aussi, dans ce partage des arts que vous réalisez avec votre crayon, avec votre plume aussi, en écrivant, en dessinant. Vous avez aussi, et vous montrerez la part de la musique dans votre travail. Alors, je ne sais pas si vous dessinez en chantant, mais à Angoulême, vous allez donner un concert dessiné avec le saxophoniste Thomas de Pourquerie. Quel effet a la musique sur votre dessin ? Un effet d'aller-retour, parce que je ne peux pas dire que la musique m'inspire à proprement parler pour le dessin. En revanche, c'est plus une manière de vivre, c'est-à-dire que j'ai un groupe de musique avec le dessinateur, auteur et musicien Ludovic de Burm depuis plusieurs années déjà, et que effectivement ça a toujours été un aller-retour entre les concerts, la musique et le dessin. Et effectivement, c'est une source d'équilibre. Après, en avril, je présenterai une exposition à la Ferme du Buisson dans le cadre du festival Pulp, où justement j'ai à la fois composé la musique et évidemment ce qui fait le contenu de l'exposition. Et ça me permet de faire une boucle.
Vous dessinez hors cadre, hors case, hein, comme un corset que l'on dénoue. Quelles sont pour vous les contraintes créatives que vous acceptez, celles qui vous motivent, celles qui vous font avancer dans votre dessin? Mais je crois qu'elles sont très différentes selon la source et l'objet même de ce qui va me faire dessiner. C'est-à-dire que selon que le projet soit un projet de bande dessinée où souvent le sujet même vient de loin. D'ailleurs, je ne sais pas bien d'où il vient. Et j'ai pu remarquer ces dernières années où effectivement, parce que le dernier livre la dernière bande dessinée que j'ai publiée, Le lait noir, commence à avoir quelques années. Et j'ai mis du temps à retrouver... je crois que ça vient forcément d'une nécessité, en tout cas pour moi. Et ça, c'est un peu un mystère, le chemin qui mène à la nécessité. En revanche, quand il s'agit d'une collaboration, comme c'est le cas sur ce que disent les rêves avec Muriel Bloch, où c'est vraiment l'univers tout d'un coup de l'autre, et en l'occurrence là de ces adaptations de contes du monde entier par Muriel, il faut se laisser guidé par cet univers qui nous est proposé. Et c'est encore une chose différente quand il s'agit de l'illustration de presse, qui est aussi une autre de mes activités, entre guillemets, où tout d'un coup les sujets peuvent être très, très concrets. Et c'est ce dont je parlais au début de l'émission, c'est-à-dire ces allers-retours entre le réel et en même temps sa table de dessin qui est en gros... l'univers de sa tête projeté à l'horizontale, un crayon à la main. Voilà, il y a tout ce que le partage des arts peut produire et réaliser, en quoi il est créatif. Et puis il y a aussi l'importance pour vous deux de l'environnement, de l'actualité, de cette nature qui nous entoure et ce qu'elle peut vous inspirer. On terminera là-dessus avec vous, Christophe Blain. Vous avez, choisi de vous passer de cases exceptionnellement dans cette nouvelle bande dessinée parue à l'automne, Le Monde sans fin, réalisée, vous l'évoquiez, avec Jean-Marc Jancovici, qui est un spécialiste des questions énergétiques. Pour avancer quoi? Plus vite dans le dessin, traduire ce sentiment d'urgence aussi présent pour vous dans la question climatique? C'est généralement une technique de ne pas mettre de cases que j'utilise quand je fais de la bande dessinée qui rend compte de quelque chose que j'ai observé, une sorte de reportage. C'est-à-dire que je dessine ce que j'ai vu. Alors là, il se trouve que je dessine en partie ce que j'ai vu, puisque je me montre en train de discuter. Je sers du naïf, du fameux personnage de Candide qui réclame des explications et qui pose des questions à un spécialiste. Donc je me représente et je représente Jean-Marc, mais je ne montre pas, on n'a pas été dans des lieux particuliers, on ne suit pas un chemin, je ne fais pas un reportage sur des choses que j'ai observées vraiment. Je suis obligé d'utiliser des images parce que nous parlons de la façon dont le pétrole est extrait, dont il est utilisé, dont les éoliennes fonctionnent, dont une centrale nucléaire fonctionne, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique. Donc il y a une forme on essaye d'apprendre des choses, il y a quelque chose de didactique, il y a une réflexion, donc je suis obligé d'utiliser des métaphores, des images comparatives, etc. Mais ça reste ce qu'on appelle une bande dessinée du réel, c'est-à-dire je parle de choses qui ne sont pas fictionnelles, même si j'utilise on a utilisé beaucoup d'images oniriques, et généralement c'est pas généralement, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, à plusieurs reprises, je n'utilise pas de cases. Christophe Blain, il faut que ça s'arrête. L'heure est passée. Vous savez, ce temps qui passe et qui nous dépasse, cette angoisse du temps, on y est, elle est là. Le Monde sans fin avec Jancovici. Merci beaucoup, pareil chez Dargaud, Christophe Blain, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera à Angoulême si votre santé le permet. Merci à vous, Fanny Michaelis, aussi présidente du jury cette année. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.